Hey, salut à tous et à toutes, c'est The Boy in the Bedroom. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique à chaud, critique à vif, appelez ça comme vous voulez, critique post-séance de cinéma. Du coup, il est 23 heures, donc voilà. Donc là, j'ai vraiment, bon, comme d'habitude, je parle un peu comme ça dans le vide, enfin pas dans le vide, mais sans texte. Voilà, je prépare pas mes idées, c'est vraiment des vidéos un petit peu déconstruites comme ça, un petit peu à l'arrache, mais je préfère comme ça. C'est plus vivant en fait, je trouve pour moi. Et c'est bon, je sais que c'est un peu long comme vidéo, mais bon, c'est pas, grave, pas de souci. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, du coup critique du dernier épisode de Ghostbusters Frozen Empire, c'est comme ça qu'il appelle. Donc c'est le quatrième film Ghostbusters après Ghostbusters 1, Ghostbusters 2, et le renouvellement de la franchise, du coup plus ou moins un soft reboot pardon, Legacy sequel, appelez ça comme vous voulez. C'est pas un Legacy sequel parce qu'en soi il supprime pas les dernières suites, mais bon, enfin c'est plus ou moins la même chose, suite reboot avec Ghostbusters Afterlife que je trouvais, mais je vais en parler d'Afterlife après un petit peu quand même pour aussi resituer. Et enfin Frozen Empire qui je trouve est vraiment l'épisode finalement le plus le plus Legacy lien entre guillemets. Parce qu'en fait, ce que je trouvais intéressant avec et c'est réalisé par Gil Kenan qui avait réalisé Monster House, qui est un des films de mon enfance. Vraiment, j'adore ce film. C'est un film d'animation 3D qui est, je vous le conseille, c'est extrêmement bien fait. La représentation graphique dans ce film fonctionne du tonnerre. Les personnages sont incroyables. Le style visuel du film est ouf. Vraiment, je conseille vraiment ce film pour. Je crois qu'il date de 2009, un truc comme ça. Je vais vérifier. Et pour ceux qui n'ont jamais vraiment. C'est produit par Steven Spielberg. 2006, pardon. Pour ceux qui n'ont jamais vu ce film, vraiment, foncez le voir, c'est incroyable. C'est un peu pour les enfants, mais ça fait un peu peur et tout. Enfin, c'est un film d'épouvante, un petit peu pseudo-comique. Et ouais, pour les enfants, mais vraiment, ce film est ouf. Vraiment, j'adore ce film. Donc, mais ce mec, le mec qui a fait ce film, d'ailleurs, je crois que c'est son premier film, Monster House. Et ensuite, il a pas fait grand chose. Je sais qu'il a fait le remake de Poltergeist. Donc, quelque part, là aussi, il se tape encore une sorte de remake parce que clairement, Frozen Empire, c'est un remake des anciens Ghostbusters. Comme temps, Ghostbusters, c'est une franchise qui s'est finalement très peu renouvelée. Bon, c'est un peu comme les Jurassic World, quelque part, qui, bon, au fond, le premier Jurassic World, c'est une sorte, enfin, c'est scénaristiquement parlant, ça ressemble énormément au premier Jurassic Park, sauf que ça se passe pas dans des voitures et on remplace les dinosaures par des dinosaures génétiquement modifiés, mais au fond, c'est plus ou moins la même chose avec l'histoire du parc et tout machin. Et, et Fallen Kingdom aussi, enfin, moi, Fallen Kingdom, je trouvais beaucoup plus intéressant visuellement. Bon, déjà, c'est Juan Antonio Bayona que j'adore, mais il y avait des idées quand même beaucoup plus intéressantes, mais qui reprennent aussi les idées du monde perdu. Le monde perdu, voilà, on est sur une île avec des dinosaures. Le début de Fallen Kingdom, c'est exactement ça, avec des dinosaures en liberté. Et finalement, ça finit ensuite dans de Lost World de Spielberg. Du coup, ça finit avec un dinosaure en ville. Et ben là, c'est plus ou moins la même chose. C'est pas un dinosaure en ville, mais c'est un dinosaure dans une maison. Mais ça reprend un petit peu, finalement, plus ou moins les mêmes traits, si je puis dire, mais en plus évolué. Mais je trouvais vraiment que Fallen Kingdom était un film vraiment intéressant pour le coup. Bon bref, là n'est pas la question, je suis désolé d'avoir dérivé comme ça, mais bon, tout ça pour dire qu'en fait, Gil Kenan n'a vraiment pas fait grand chose derrière. Et je trouve ça dommage parce que son film d'animation était très bien, il aurait dû continuer là-dedans. Bon, peut-être que l'animation c'était pas pour lui, etc. Et là, vraiment, ben, il y a vraiment au niveau de la réalisation, deux, trois plans qui sont intéressants, mais vraiment ça s'arrête là, quoi. Deux, trois plans sur tout le film qui dure quand même 2 heures, donc vraiment, c'est dommage, il s'est vraiment effacé ce bonhomme et je trouve ça dommage. Enfin, il n'a pas fait de film exceptionnel, même Poltergeist qui était très bien aussi. Enfin, officiellement c'est réalisé par Toby Hooper, mais officieusement c'est réalisé par Steven Spielberg, qui est un très bon film aussi. Vraiment, Poltergeist, j'adore. J'aurais bien voulu le découvrir dans mon enfance parce que je l'ai découvert assez tard finalement. Je m'écarte encore, je suis désolé. On va parler du film Frozen Empire. Donc ça pour dire que qu'est-ce que je sais plus ce que je racontais, oui, mais je disais que c'était une saga qui a mis du temps à vouloir se renouveler déjà de base. Parce que les premiers Ghostbusters, c'est dans les années 80, et finalement Ghostbusters Afterlife, après le flop un peu du deuxième, parce que le deuxième a quand même beaucoup moins fonctionné, que ce soit au niveau des critiques ou au niveau du public. Moi, de toute façon, le deuxième, c'est. Enfin, j'ai pas vraiment d'attache à Ghostbusters, même si forcément. Bon, moi, je suis né dans les années 2000, mais j'ai découvert ce film culte des années 80 grâce à mes parents, du coup. Mais je trouve que le premier Ghostbuster est plutôt un bon film. Je le trouve vraiment sympa. Il y a des idées visuelles qui sont super sympathiques. Surtout, ce que j'aimais bien, c'est qu'en fait, c'était un film qui représentait les fantômes avec beaucoup d'effroi, notamment les chiens. Genre, ils sont perturbants, quoi. En fait, c'est l'alliance vraiment des caméras de l'époque, finalement, avec
qui avait cette espèce de grain déjà qui et puis les films à l'époque étaient beaucoup plus sombres visuellement. C'était pas du tout là, c'est très marvelisé, hein, on va y revenir par rapport à la marvelisation, mais au fond, c'est des films qui sont très joyeux, très comiques, très colorés, avec très peu de conséquences, mais ça aussi, je vais y revenir dans la critique, un petit peu plus tard. Alors que, je sais pas si vous vous rappelez, je sais pas si vous avez un peu si vous visualisez les plans dans l'appartement de Dana et tout machin, c'est vachement sombre en fait, que ce soit par rapport au design ou que ce soit par rapport, à la lumière ou à la cinématographie comme on dit. Enfin, photographiquement, c'est quand même très sombre et je trouve qu'il y avait des scènes, en fait, qui foutaient vraiment les jetons, notamment la représentation des fantômes dans les anciens Ghostbusters. C'était super intéressant parce que ça aussi, je vais y revenir un petit peu plus tard dans la critique. Mais ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est qu'en fait, je sais j'ai vu une vidéo une fois, il filmait sur fond noir, en fait, c'est pas des maquettes, mais c'est bah, comment on pourrait appeler ça? C'est pas des poupées non plus, mais c'est des bon, en gros, c'était des SFX, quoi. Ils construisaient en vrai des espèces, ouais, des espèces de merde, putain, j'ai perdu le mot, je sais plus comment on dit ça. Des marionnettes, voilà. C'était des marionnettes en SFX, en fait, et il les filmait sur fond noir, et ensuite, du coup, il les intégrait dans le film. Et donc, en fait, c'est un peu ce qu'avait fait Steven Spielberg avec La Guerre des Mondes, par exemple. Pas pour les aliens, mais pour les effets visuels du film, par exemple, les explosions des maisons et tout machin. Mais ce qui rendait le tout extrêmement réaliste, c'est qu'en fait, il n'avait pas fait ces effets par génération d'ordinateur, mais en fait, il les avait filmés sur fond vert, et ensuite, il les a intégrés dans l'image avec, du coup, l'histoire du keylight et tout machin, enfin une incrustation classique de fond vert, mais du coup, c'est un effet spécial qui, techniquement parlant, n'est pas un VFX, qui n'est pas numérique. Voilà. Et donc, en fait, ça donnait un cachet visuel très puissant, très fort, vu que c'était techniquement là. Ben, Ghostbusters faisait exactement la même chose. Et je trouvais ça super intéressant comme parti pris, parce que finalement, les fantômes dans Ghostbusters, ils ont toujours eu une apparence très grotesque, pas du tout réaliste. Et du coup, je trouve que le fait de représenter ces fantômes non réalistes, grotesques, voire cartoonesques des fois, mais le fait de les représenter visuellement, physiquement, parce qu'ils sont tournés en SFX et ensuite intégrés dans le film, bah, quelque part, ça les rend beaucoup plus réalistes et beaucoup plus crédibles. Voilà, en fait, ça alimentait vraiment la crédibilité des fantômes. Et je crois même qu'ils faisaient un mélange entre du SFX et du VFX, quelque chose comme ça. Et donc en fait, il y avait même au niveau de la fabrication des fantômes, il y avait presque une métaphore de la figure du fantôme elle-même. Parce que finalement, les fantômes, enfin littéralement les fantômes dans n'importe quelle culture, ou bon bref, parlons ici de la culture américaine, enfin qu'importe. Les fantômes de base, bah, c'est un mélange entre, enfin c'est quelque chose qui est mort, mais qui se représente physiquement par, c'est une sorte de mort-vivant. C'est pas comme un zombie, mais quelque part c'est quelque chose qui est entre la mort et le vivant. Et du coup, je trouve ça super intéressant de les représenter à la fois, enfin de les fabriquer ou de les représenter dans le film à travers des effets spéciaux physiques et à la fois, enfin à travers des effets spéciaux qui sont physiques, qui sont là, qui sont «vivants» entre guillemets, et à travers des effets spéciaux qui sont totalement numériques et donc qui sont morts, qui n'existent pas. Donc même dans la construction des fantômes, il y avait finalement une représentation de leur propre nature en fait. Donc je trouve ça super intéressant théoriquement, et puis même visuellement c'était frappant, c'était beau à regarder, c'était flippant, c'était jouissif quoi. Voilà. Bon, bref, je me suis écarté, mais chose que ne fait pas du tout Frozen Empire, mais encore une fois, on va y revenir. Bref, donc du coup ce que j'expliquais, c'est que en fait finalement Ghostbusters a toujours fait des espèces de remakes. Finalement le film qui prenait le plus de risques, et je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas continué sur cette lancée, c'était le troisième. Parce que finalement, le premier film, bon voilà, tout le monde connaît Ghostbusters, c'est la création du groupe Ghostbusters. Ensuite, il y a des mecs qui sont, enfin, du gouvernement ou machin, je sais plus, enfin, le fameux mec qui revient dans Frozen Empire d'ailleurs. Enfin, il y a un espèce de groupe voilà, qui sont contre les Ghostbusters, et donc il y a un grand fantôme aussi à tuer. Dans le premier, c'est Mother, dans le deuxième, c'est le mec du tableau, mais qui veut le faire un petit peu revivre, ou qui veut faire un petit peu revivre les morts vivants, machin et tout. Enfin bon, bref, ou en tout cas, dévaster le monde, quoi. Dans le deuxième, il y avait l'histoire du blob un peu, mais finalement, c'est plus ou moins, enfin, c'est pas la même chose, mais bon, bref. Mais bon, il y avait donc en fait le premier et le second film, voilà, déjà se ressemblaient beaucoup. Je me rappelle à la fin du premier film, bon, il y a le fameux Gungam Chamallow, je sais pas quoi, je sais plus comment il s'appelle, enfin le gros truc blanc là qui passe leur temps à remettre dans tous les films, c'est insupportable. Cette fois ils sont miniatures, mais c'est trop chiant. C'est bon, on a compris quoi. Bon, bref. Mais du coup, ils avaient fait ça dans le premier film, ils ont fait ça dans le second film aussi avec la Statue de la Liberté. Bon, bref. Et donc, ce que je trouvais intéressant avec Ghostbusters Afterlife, c'est que déjà de une, bon, c'est marrant parce qu'il y avait un héritage scénaristique dans le film, et il y avait un double héritage. Il y avait un héritage intradiégétique et extradiégétique, parce que finalement,
dans la fabrication même du film, c'est Jason Reitman, le fils, pardon, d'Ivan Reitman qui a réalisé, le troisième opus, Afterlife du coup. Et Ivan Reitman, c'était celui qui avait réalisé les 2 premiers, il me semble. En tout cas, le premier, je suis sûr, le deuxième, je suis pas sûr, mais il me semble que oui. Donc finalement, il y avait un retour de flambeau et finalement, c'est assez intéressant parce que, c'était exactement le cas de Phoebe de la famille, Spengler, du coup, qui elle aussi était littéralement dans un héritage, familial avec, mais il le savait pas dans le film, mais bon, il y avait un héritage familial avec un des membres des Ghostbusters. Bon, donc finalement, c'est assez intéressant et on voit déjà que plus ou moins, je crois que c'est quasiment un film d'auteur parce que techniquement parlant en tout cas, d'après la définition, parce que, il me semble que, Jason Reitman a réalisé et écrit le film. En tout cas, là dans le Frozen Empire, il a participé à l'écriture et malheureusement, je pense que ça ne se voit pas assez. On va y revenir aussi. Mon introduction est longue, je suis désolé, mais j'ai déjà abordé quelques points donc je vais revenir après sur la critique. Mais j'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs. Mais bon, bref, tout ça pour dire que donc j'ai bien aimé cette espèce de double héritage. Donc on voit bien que quelque part c'est quelque chose qui lui porte à cœur. Il reprend l'héritage de son père parce que c'est clairement un des films les plus connus de Jason Reitman, enfin d'Ivan Reitman, pardon, qui avait fait quelques comédies, quelques trucs vraiment. J'ai regardé un peu sa filmographie, c'était très vite fait quoi ce qu'il a fait. Mais en tout cas, il n'y a rien de très remarquable. Clairement, c'est ses films les plus connus. De toute façon, ça fait partie de la pop culture quand même, Ghostbusters, donc c'est des films quand même assez très connus, donc c'est les films les plus connus du réalisateur. Et donc son fils reprend littéralement le flambeau, et donc quelque part, cette passation de flambeau, cette notion d'être responsable d'un certain passé, quelque part, en fait, il le retranscrivait dans son propre nouveau film, du coup, qui parlait aussi de l'importance et du poids que pourrait représenter l'héritage. Donc je trouvais ça assez intéressant finalement par rapport à ça. Et puis surtout, ce que je trouvais intéressant avec, Afterlife, c'est que c'était un film qui était, je trouve, honnête, comparé aux blockbusters un petit peu actuels, un petit peu, post-dernière phase Marvel en tout cas, parce que Marvel est clairement en train de s'essouffler, mais voilà, après Endgame et tout machin, mais c'est même pendant l'ère d'Endgame ou la phase 3, j'en sais rien, je connais pas les trucs Marvel, je m'en bats les couilles. Mais bon, beaucoup de films ont forcément essayé de reproduire la recette un petit peu de Marvel parce qu'ils se faisaient un masse de blé, enfin masse de blé. Au début c'était DC parce que c'était clairement les concurrents, mais ensuite c'était les blockbusters de manière générale qui ont essayé de reprendre cette recette de films-là, de ces produits plutôt, parce que je considère plus ces films comme des produits, comme des maillons de chaîne que comme des œuvres d'art en particulier, pardon. Mais bon, du coup, ce que je trouvais intéressant, c'est que pour moi, c'était un film qui sortait assez du lot. Alors oui, il s'inscrivait vraiment dans la veine des films nostalgiques qui se veulent très années 80 avec cette maison hantée, avec cette famille qui vit à l'intérieur, et cetera. Voilà, ça fait, j'ai du mal à trouver, les références, mais vous sentez cette vibe, voilà, ça fait très, finalement, ça fait assez Casper, ça fait bon, beaucoup de ce genre de choses, voilà, des films un peu d'années 90 comme ça. Bon, bon bref, voilà, ça s'inspirait quand même, ou même D.T., ce genre de choses, bon bref, ça s'inspirait quand même de pas mal de choses à droite, à gauche. Voilà, des inspirations un petit peu filmiques, voilà, d'autres œuvres, mais finalement, c'était des inspirations qui servaient le récit, je trouve. Parce que c'était un récit finalement qui était, enfin, je trouve, dans Ghostbusters Afterlife, c'était vraiment un film qui était honnête et qui transpirait une certaine honnêteté, une certaine volonté de vouloir faire quelque chose de bien, en fait. Je trouve que ça se sentait, que rien que par le choix de réalisateur, ça sentait qu'il voulait respecter l'œuvre de son père tout en faisant quelque chose de nouveau et de neuf. Et c'est ce que je trouvais vraiment intéressant de base dans Afterlife, c'est que c'était neuf en fait. Au fond, quand on y réfléchit, ça prenait complètement à l'encontre, ça prenait des partis pris complètement opposés à la veine de Ghostbusters. En fait, Ghostbusters de base, on suit quatre personnes qui sont en groupe et qui combattent des fantômes, mais qui sont liés non pas par le sang, mais par la profession. Alors que là, on suit une famille américaine de banlieue de base, hein, il y a un peu de banlieue, et Poltergeist aussi, voilà, si on peut citer comme référence. Bon, bref, qui est une famille qui vient un petit peu de banlieue. Et le film ne se déroule pas dans une grosse ville très connue, New York, etc. Non, ça se déroule au beau milieu de nulle part, au milieu de l'Oklahoma, dans un tout petit village. Enfin, un petit village, quelque chose, pas un village, mais une toute petite ville fantôme, littéralement. Donc, ça aussi, c'était assez intéressant d'avoir une ville un peu fantôme qui, là aussi, retranscrit un petit peu plus cette vibe de ville morte, quelque part.
Donc c'était intéressant visuellement, je trouve, dans le film. Et donc là, en plus, les Ghostbusters, c'était des personnages liés par le sang, plus par le sang que par, vu qu'ils viennent de la même famille, plus par le sang que par, la profession. Voilà. Et puis c'était pas et puis dans Ghostbusters, c'est dans les premiers Ghostbusters, c'était des adultes, des scientifiques, alors que là, on suit une famille avec plusieurs adolescents. Donc là aussi, c'était une sorte de rafraîchissement, même au niveau de l'âge des personnages. Bon, c'était aussi on sent aussi la hantise quelque part de, comment c'est pas la hantise, mais on sent, et on va y revenir aussi, l'ombre de Stranger Things qui planait quand même déjà sur, Ghostbusters Afterlife, notamment parce que du coup, il y a 2 personnages qui sont beaucoup plus jeunes, et ça fait très Stranger Things, qui aussi s'est inspiré des films des années 80, dont E.T. et tout machin. Donc on voit bien quand même qu'il y a, malgré la nouveauté, il y a quand même, voilà, des emprunts nostalgiques qui sont quand même clairs, hein, voilà, si on creuse un petit peu. Mais au moins ça prenait des partis pris, complètement à l'opposé et assez intéressants et nouveaux justement. Ça rapportait de la jeunesse finalement, et de la nouveauté en fait, et c'est ce qu'on attend un peu d'une suite, mine de rien, c'est de en même temps faire quelque chose qui ressemble à ce qu'on a déjà vu, mais en même temps faire quelque chose de nouveau, parce que sinon ça ne vaut pas le coup de faire une suite si c'est pour faire la même chose. À ce moment-là, on fait un remake. Sauf que les remakes aujourd'hui, les remakes étaient connus dans les années 2000, notamment avec les films d'horreur. On faisait les remakes de Freddy, de Jason, et cetera. Les remakes avaient une vibe connue, mais très vite cette vibe s'est essoufflée. Ça a duré peut-être 5-10 ans au début des années 2000, mais ensuite, voilà, les gens ne se déplacent plus pour des remakes, mais se déplacent pour des remakes cachés, des pseudo-remakes, des pseudo-sequels, reboot, les sequels, appelez ça comme vous voulez, mais bon, en gros, c'est un peu de l'arnaque. On vous refait la même chose, sauf qu'on vous fait genre que non, mais bon, et encore là, aujourd'hui, on essaye même plus de vous faire genre que c'est plus la même chose, on vous dit, ben non, aujourd'hui, c'est la même chose. C'est ça la nostalgie, c'est regardez, c'est la même chose. C'est bon, bref. Mais donc en parlant de l'ombre de Stranger Things qui plane, elle plane beaucoup plus sur Frozen Empire que sur Afterlife. Mais bon, ce que je trouvais vraiment dommage avec Afterlife, du coup, c'est que moi, par exemple, j'aimais bien les personnages, j'aimais bien Phoebe. Donc je disais là, l'ombre de Stranger Things plane notamment avec le cast de Finn Wolfhard, que je trouve horrible. Cet acteur, je l'aime pas du tout, je le trouve en fait juste mauvais, et je trouve qu'il a zéro charisme. Bref, ils auraient vraiment pu choisir un autre acteur. Par contre, McKenna Grace, je l'adore. Grace, je sais pas comment on dit. La petite qui jouait dans Marie, je trouve que c'est une très bonne actrice. Et j'ai adoré son personnage en fait. Phoebe, je trouve que c'était un très bon personnage. Que ce soit physiquement, enfin son chara design, je le trouvais bien, mais pas trop. Pourtant, c'est une mini Spengler. Quand on y affichait, elle a les cheveux bouclés et les lunettes rondes. Donc en fait, elle ressemble elle aussi physiquement beaucoup à son grand-père. Enfin, c'est son grand-père. Donc bon, finalement même là aussi il y a une reprise en fait, j'avais pas vraiment remarqué jusqu'à dès lors, mais bon c'est pas grave. Mais bon voilà, j'aimais bien son personnage, j'aimais bien son chara design, j'aimais bien l'actrice qui l'interprétait. Même Gruberson et tout, je le trouvais plutôt sympa en prof. Même la mère, je trouve qu'elle avait vraiment une gueule de mère, je trouve. Et en fait, j'aimais bien les dynamiques familiales. Il y avait quelque chose voilà, de très. De, D'ailleurs, je passe mon temps à répéter ce mot honnête, mais ça faisait vrai, quoi. On sentait ouais, comment dire, une certaine chaleur, une certaine notion de vérité, quoi. Un peu d'amour, en fait, je trouve. Voilà, un petit peu d'amour, un petit peu de sincérité, voilà. Il y avait une sincérité dans ce film, je trouve. Ça n'empêche pas le film d'avoir des défauts, notamment parce que ce que je trouvais dommage avec ce film, c'est qu'en fait, voilà, quelque part, il prend des partis pris complètement intéressants et à l'opposé pour proposer un vent de fraîcheur, mais malheureusement, plus le film avance, plus le film retourne finalement à sa base. Et c'est ça que j'ai trouvé dommage, c'est qu'en fait, c'est même le titre du film de base, Ghostbusters Afterlife, c'est après Afterlife, on suppose que c'est voilà, c'est l'après, on passe à autre chose, voilà, c'est une nouvelle vie, voilà, c'est ça de base en fait, voilà, on va vous proposer un nouveau Ghostbuster pour cette génération entre guillemets. Et en fait, ce qui est horrible et triste avec ce film, c'est que plus on avance dans ce film, plus on fait un comeback, plus on retourne en arrière, et plus on se tire une balle dans le pied, et moins c'est de l'afterlife, et plus ça devient du before life en fait, et de la nostalgie. Parce que finalement, du coup, il y a un nouveau fantôme quasiment dans ce film-là, dans Afterlife, et finalement, bah, c'est juste une reprise littérale du glouton, sauf que, bah, vous inquiétez pas, il est pas vert, il est bleu et il a 4 pattes, mais si vous attendez à ce qu'on rajoute des pattes et qu'on change la couleur des fantômes pour qu'on croie qu'ils sont nouveaux, ils ont vraiment fait semblant de réinventer, quoi. Et en plus, c'est le premier fantôme que les personnages chassent, donc c'est vraiment en rapport avec Ghostbusters, parce que le glouton était le premier fantôme que les personnages chassent. Donc même là, c'est embêtant, voilà, en fait, ça revient, c'est presque comme Jurassic World qui faisait
des animaux génétiquement modifiés, sauf qu'au moins c'était assumé dans le film. On vous dit clairement: «Oui, on a» ouais, c'est un peu ça, hein, c'est une boîte à jeux, hein, voilà, on a pris du raptor, on a pris du T-rex, on a pris du machin, mais au moins c'est intégralement nommé et enfin, c'est oui, comment dire? C'est dit dans le récit, voilà, scénaristiquement, ça fait partie du film, donc on nous le dit, voilà, c'est pas une arnaque un peu, alors que là, on dit: «Ah regardez un nouveau fantôme», mais en fait, c'est le même. Et en plus, donc du coup, ils bouffent de la ferraille, mais en fait, c'est pareil, voilà, on s'en bat les couilles, voilà. Donc, tout ça pour dire que déjà, rien qu'avec ce design de ce fantôme-là, et le fait que ce soit le premier fantôme et tout machin, que Phoebe et les autres chassent et tout machin, donc on sentait déjà que là, ils commençaient un peu à retourner en arrière, à faire des pseudo-références nostalgiques, à moitié, faut croire, du coup. Et finalement, bah, ça s'est complètement cassé la gueule lorsqu'ils ont réinvoqué Gozer, du coup, c'est ça comme ça qu'elle s'appelle, Gozer, ouais. Donc en fait, le méchant du premier film est le même que le méchant du troisième film, qui était censé réinventer la saga. Donc c'est complètement ridicule et c'est horrible. Je trouvais ça vraiment triste. Et finalement, ce retour vraiment à la nostalgie trouvait son apothéose dans la fin du film, dans les crédits du film, où on voyait la fameuse voiture retourner, quitter l'Oklahoma, quitter la nouveauté finalement et retourner dans le passé, dans New York. Donc en gros, tout ça pour vous, en gros, tout ce film pour dire ouais ben non, ça servait à rien en fait. Voilà. Donc je vois pas l'intérêt de faire un film qui dit regardez, c'est nouveau, mais en fait non, c'est pas nouveau parce que c'est un film qui faisait semblant d'être nouveau pour retourner en arrière et en fait juste pour vous attirer. Enfin ça a aucun sens. Ça a aucun sens. Vraiment, ça a aucun sens. Parce qu'à ce moment-là, il aurait fallu faire Frozen Empire tout de suite. Parce que Frozen Empire, finalement, c'est finalement ce que le troisième film aurait voulu être s'il était complètement nostalgique. Et c'est ça que je comprends pas, c'est qu'en fait, j'ai l'impression, en fait, c'est ça qui m'énerve, c'est que là où le film, le premier film, là où Afterlife était sincère et voulait proposer quelque chose de nouveau, on sent qu'il y a finalement eu la patte des studios qui ont dit: «Eh oh, va pas trop loin non plus, on va peut-être réinventer», alors après c'est peut-être moi qui me gourre, hein, mais voilà, et finalement c'était la même chose aussi dans Afterlife, à la fin tous les vieux reviennent, tous les originaux reviennent et en fait ça a pas de sens, ça devrait se passer en fait ça aurait dû le film aurait dû être construit structurellement à l'inverse. Voilà. Il aurait faire à la limite si vraiment il voulait intégrer des éléments nostalgiques, il aurait fallu faire le passage de flambeau au début du film, en fait. Voilà. Il aurait fallu faire que les personnages partent de New York, il aurait fallu faire que Phoebe soit déjà la petite fille de Spengler et qu'elle en ait conscience. Il aurait fallu faire que les vieux soient là au début et qu'en fait ils laissent le flambeau, voilà, et qu'ils le lèguent au personnage. Sauf que là, le film fait de l'inverse. Donc c'est complètement ridicule pour un film qui se veut soi-disant neuf. Mais bon, et donc du coup, on suit cette espèce de logique finale du film, et donc le film commence à New York, et donc là on commence Frozen Empire, du coup. Alors, pour parler de ce film, en fait, comment dire, déjà je vais donner mon avis de manière générale, j'ai énormément de défauts par rapport à ce film-là, que je vais citer. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de défauts, mais finalement, j'ai pas passé un mauvais moment, et je trouve ça bizarre. Alors, je sais pas pourquoi. J'essaie de réfléchir pourquoi j'ai pas passé un mauvais moment. Peut-être que j'avais envie de couper mon front, enlever ma cervelle et la poser sur le côté. Donc je pense que j'avais envie de voir un film un peu tranquille, sans prise de tête, et finalement c'est exactement ce qu'est ce film. Et bon, attention, vous mettez votre cerveau, enfin voilà, vous le découpez, votre crâne, vous posez votre cerveau à côté de la table, mais il passe un petit peu au hachoir pendant le film, tellement on vous prend pour des cons, notamment dans le climax. Là, j'ai cru vraiment que j'allais mourir par contre. C'est pas en fait, je pense pas que ce film soit merdique. C'est juste qu'il enchaîne les mauvais choix constamment, mais en fait, je pense que cette espèce de sincérité et d'honnêteté, je pense qu'elle reste au fond du film. Vous savez, un petit peu comme du sel que vous mettez au fond de l'eau. Beh, il y a une petite base, en fait, qui est assez pas mal, et en fait, tout le reste qui est garni de choses horribles. Mais finalement, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est moi qui, à ce moment-là, était dans un mood de voir un film un peu tranquille, donc quelque part, les défauts ne m'ont pas dérangé. Ou peut-être que j'ai tout simplement pas envie de les pointer du doigt, voilà, parce que c'est embêtant aussi de toujours critiquer un film et tout, donc peut-être que j'avais envie juste de regarder le truc un peu tranquille, voilà, sans prise de tête. Ou sinon, voilà, c'est peut-être la sincérité de Jason Reitman qui règne encore un petit peu au fond du film et que j'arrive peut-être à percevoir et qui me fait tenir, voilà, qui ne m'oblige pas en tout cas à me lever, à me casser de la salle au bout de 20 minutes de film. Mais bon, du coup, voilà, on va commencer à critiquer enfin le film, parce que ça fait quand même presque 20 minutes que je parle. Donc, alors, du coup, bah, la plus grosse critique que je peux faire à ce film, déjà, c'est que c'est marrant parce que
Le film s'appelle Ghostbusters Frozen Empire. Donc, vous, quand vous entendez, en tant que public, quand vous entendez, on va voir Ghostbusters Frozen Empire, donc l'Empire de glace, la menace de glace. C'est Frozen Empire en littéral, mais ils ont appelé ce film La menace de glace en français. Mais vous attendez à voir quoi? La chasse de fantômes, parce que c'est ça Ghostbusters. Ghostbusters, c'est des chasseurs de fantômes, c'est leur but, c'est des chasseurs de fantômes. Vous attendez à voir de la chasse de fantômes, donc beaucoup de fantômes et beaucoup de chasse, et beaucoup de gens en tenue. Et vous vous attendez à voir la menace de glace qu'on vend constamment dans le film, en le marketant, en le martelant, voilà. Sauf que bah, ce film ne possède aucun des éléments. Vraiment, ils sont négligeables dans le film. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous déplacer pour voir quelque chose qui se vend comme un Ghostbuster qui parle d'un empire de glace ou d'une menace de glace, mais finalement c'est un Ghostbuster qui ne présente aucune chasse de fantômes. Quasiment aucune, par négligence, quasiment aucune chasse de fantômes et aucune menace de glace. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que la structure du film, elle est très simple. On ouvre sur une chasse de fantômes. Le film s'ouvre, l'introduction s'ouvre, enfin, l'introduction s'ouvre. Le film s'ouvre sur une chasse de fantômes. Ensuite, mais je vous jure, la scène est dure 5 minutes, et d'ailleurs elle est pas très bien chorégraphiée, enfin scénographiée plutôt. Elle est pas très bien scénographiée, elle est pas très bien mise en scène, il n'y a pas d'enjeu particulier. Bon. Et en plus, le fantôme est dégueulasse, parce que du coup, c'est un espèce de barracuda bleu hideux, mais vraiment hideux, et puis on voit, en fait, finalement, on voit pas son design, on a juste l'impression que c'est une tige qui se déplace, et il est vraiment mal foutu. Il est très très moche. Pour le coup, il a été réalisé que en VFX, et ça aussi, c'est un truc sur lequel je vais revenir aussi. Bon, voilà, vous avez 5 minutes de chasse de fantômes vraiment bateau, vraiment basique, dans un New York ensoleillé très Marvel, voilà, comme dans beaucoup de films Marvel, voilà, ça se passe dans des villes, voilà, comme dans No Way Home, comme dans Doctor Strange 2, etc. Ça se passe, ou comme dans les Avengers d'ailleurs, oui, dans, le enfin, dans le climax du premier Avengers, ou dans Avengers Infinity War au début. Ah, vous avez ces fameux New York complètement fade, qui fait très pub finalement, très ensoleillé, très fade visuellement. Ça fait faux, quoi, voilà, ça fait faux, ça fait factice, donc c'est très Marvel, avec beaucoup de blagues aussi, beaucoup de vannes qui alourdissent le récit pour rien. Et d'ailleurs, c'est dommage parce que dans cette scène, ils essayent d'introduire les personnages par une dynamique familiale, mais qui ne fonctionne pas du tout. Toute la dynamique est beaucoup moins intéressante que dans le dernier film, donc c'est vraiment dommage. Alors qu'en plus, il y a de l'évolution de base, parce que Gruberson devient plus ou moins le père adoptif, entre guillemets, en tout cas le beau-père. Parce qu'en plus, à la fin, elle appelle papa et pas beau papa. Enfin, je trouve ça un peu chelou quand même, c'est un peu forcé un peu forcé, mais bon, bref. On va y revenir aussi sur l'évolution des arcs des personnages et tout machin. Bon. Donc bref, j'ai trouvé ça très ridicule. Donc, donc vraiment, cette scène dure 5 minutes, avec un fantôme dégueulasse. Donc cette chasse dure 5 minutes. Ensuite, le film commence. Il y a que du blabla pendant 1h50. Et les 10 dernières minutes, ben vous avez une autre chasse de fantômes, qui n'est pas une chasse de fantômes, parce que c'est le fantôme qui vient trouver les Ghostbusters. Voilà. C'est pas Ghostbusters, c'est Human Buster. Parce que vraiment, je vous jure, faut le faire quand même pour se dire, hey, on va faire une scène de chasse de fantômes où c'est le fantôme qui va toquer à la porte. Faut le faire quand même, hein. Bon, bref. C'est ridicule. Même si c'est justifié dans le film pour le coup, alors que vous allez voir qu'il y a d'autres moments dans le film où vraiment les justifications, zéro, hein. C'est justifié parce que on va en parler aussi du pseudo-Vecna. C'est vraiment un Vecna. Euh, bon, je vais y revenir aussi sur le gros méchant là, je sais plus comment il s'appelle, Garaka ou je sais pas quoi là. Enfin bon, bref. C'est vraiment un Vecna anorexique, ce mec. Son design est infâme. Voilà, c'est infâme. Vraiment, on a l'impression que c'est Vecna et Voldemort qui ont copulé et qui ont fait un enfant sans le vouloir, quoi, vraiment, et qu'ils ont essayé de le faire avorter, mais ça a pas marché parce que ce truc est hideux visuellement. Bon, on va y revenir aussi, mais bon, bref, à la fin, voilà, vous avez c'est la pire scène du film, mais on va y revenir. Donc c'est la dernière chasse. Donc en gros, vous avez deux chasses de fantômes. Et pour moi, pour moi, on en a qu'une. Pour moi, on en a qu'une. Pour moi, on en a qu'une. C'est la première scène du film, c'est là que ça commence. Donc voilà, vous n'avez pas de chasse de fantômes, donc vraiment vous avez 1h30 de blabla en gros plan sur des personnages qui parlent, qui parlent pour rien. Mais vraiment, ils font juste des vannes un peu bizarres. Oui, ils passent leur temps d'ailleurs, j'aime bien,
à toujours expliquer avec des termes scientifiques. Et quand je dis j'aime bien, c'est ironique. Il passe tout le temps à dire oui, c'est un ectoplasme, oui, c'est la physique quantique, oui, c'est machin, oui, c'est machin. Alors que, en fait, que Phoebe le fasse, je comprends parce que c'est une génie, mais en fait, tout le monde le fait dans le film. Tout le monde passe son temps à le faire. Ouais, c'est un proton, c'est un machin. Et je sais pas pourquoi. Et ça m'a saoulé, parce qu'on dirait vraiment des gens qui essayent de se prendre pour des mecs intelligents, alors qu'ils répètent toujours la même chose proton, 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 proton. Je suis pas un pro en physique, je m'y connais pas beaucoup, mais je sais pas pourquoi ça m'a cassé les couilles. En fait, je m'en fous de savoir. Et puis je trouve que ça démystifie vachement le fantôme. Ça le rend trop réaliste quelque part. Le fantôme, il y a un truc un peu mystique par rapport au fantôme. Alors que là, on explique tout par les protons, par les trucs positifs, les trucs négatifs, les machins, la physique quantique, blablabli, blablabla. Enfin bon, bref, ça m'a saoulé. J'ai l'impression qu'on essaie de nous prendre pour des cons ou essayer de tout expliquer, pour tout justifier, alors qu'en fait on s'en fout des fantômes, ils sont là, et puis on est dans les SOS fantômes, on s'en fout de justifier le pourquoi du comment. Je sais qu'il y a toujours eu euh, quelque chose d'assez scientifique dans les Ghostbusters. On essayait un peu de rendre ça. En fait, voilà, on essayait de rendre les fantômes crédibles par la science, un petit peu dans le premier film. Mais c'est bon, arrêtez de nous balancer des trucs à gogo. Maintenant dans Ghostbusters, on s'en fout maintenant de savoir si Gozer elle vient depuis un portail transdimensionnel, machin truc. Je m'en bats les couilles en fait. Je m'en fous. Moi, je veux juste voir du fantôme en fait. Et là, on essaie de nous expliquer toujours leur présence alors qu'ils sont toujours absents dans le film. Donc, je trouve ça vraiment pourri. Donc ça m'a bien saoulé. Donc vous avez vraiment du blabla et des vannes ridicules pendant 1 heure et demie, avec du développement de personnage qui n'est pas du développement de personnage, parce que les seuls arcs dans le film sont, entre guillemets, Gruberson qui veut se faire passer pour le père de Phoebe, en étant un petit peu plus ferme, en étant plus investi dans la relation. Soi-disant, c'est aussi Phoebe qui arrête d'être Ghostbuster parce qu'elle est trop jeune. Bon, voilà. Même si en soi c'est logique par rapport au film, mais putain, je sais pas, j'ai pas. Enfin, en fait, on s'en fout un peu. D'ailleurs, il y a quelque chose qui va pas du tout, mais il y a un truc. Enfin, bon, bref. En gros, tout ça pour dire qu'il y a du blabla pendant 1 h 50 qui sert vraiment à rien, et surtout que c'est filmé avec très peu enfin, avec très peu, avec aucune mise en scène. C'est que des champs contre champs, en gros plans sur des personnages en train de parler. Voilà, des plans fixes. Voilà. Vous avez un peu vite fait un plan d'exposition sur un lieu où ils vont aller. Voilà, ou sur une pièce. Vous avez des lampes pratiques de partout. Vous avez des éclairages bien flats, voilà, on voit tout, voilà, il y a pas de zone d'incertitude, on n'essaie pas de nous faire croire qu'il peut y avoir un fantôme à droite à gauche, non, non. C'est juste des putains de scènes de discussion constamment, voilà. Avec toujours un ressort pseudo-comique, tout le temps. Et voilà, vous avez des champs contre champs, comme ça, en gros plan, et c'est tout. Voilà. Avec des personnages qui sont toujours un peu ridicules, quoi, que en fait, ils sont toujours tournés au ridicule, les personnages. C'est ça que je trouve ça chiant, c'est que c'est même plus de la comédie, c'est juste de la ridiculisation. Je ne sais pas si ça se dit, on dirait un peu ridiculus comme dans Harry Potter. Bon, bref. Mais voilà, en gros, tous les personnages, ça commence à être des teubés, quoi. Enfin, c'est insupportable, quoi. Alors que je trouve que dans le premier film, ils arrivaient dans Afterlife, j'entends pas le premier Ghostbuster, mais dans Afterlife, je trouvais voilà qu'il y avait un bon équilibre entre la comédie et le sérieux, quoi. Alors que là, ils essayent même plus, quoi. C'est trop de ressorts comiques, c'est donc ça aussi, c'est dû à la marvelisation. Ouais, je trouvais ça un peu embêtant, forcément. Mais le plus embêtant, voilà, c'est qu'il n'y a pas de chasse de fantômes, quoi. Et ce qui est trop chiant aussi, du coup, c'est que les fantômes dans le film, les deux seuls fantômes dans le film, parce que vraiment, à tout casser, il y en a trois dans le film. Il y a le barracuda de merde, là, qui est dégueulasse. Il y a le Vecna anorexique, à la fin, qui lui aussi est en VFX. Et il y a comment il s'appelle? Le possesseur, ou dit possessor, pour faire référence au fils de... Merde. Cronenberg, pardon, excusez-moi, j'y suis arrivé. Et il y a le troisième qui est le possesseur, du coup, qui est un fantôme, mais qui n'en est pas un, du coup, parce que, en fait, c'est une lumière, voilà, c'est une lumière qui est rouge qui passe à droite à gauche comme ça, donc en fait, qui possède plein d'objets, mais en gros, visuellement, c'est juste une lumière, quoi, rouge, un flair. Donc c'est pas un fantôme pour moi, donc autant vous dire que bah, au niveau design c'est zéro parce que le barracuda est dégueulasse, je vous l'ai déjà dit, et puis franchement on trouve ça au fond des océans donc il n'y a rien de fantomatique là-dedans. Ah si, pardon, il y a le glouton, mais le glouton, c'est glouton, donc on le connaît déjà. Et ce qui m'énerve, c'est que le glouton, pour la nostalgie, encore une fois, ils font vraiment pas ça. Pour, En fait, ils font vraiment pas ces choix-là pour. En fait, le glouton, pour le coup, comme je vous en avais parlé tout à l'heure, le glouton dans le film est représenté, enfin, est en SFX. Voilà.
il est en mélange des 2. Il est en mélange SFX, VFX, ça se voit que c'est une marionnette, ça se voit que c'est un vrai truc qui a été filmé. Donc c'est super intéressant parce que du coup, on a l'impression que ce truc est physique, mais en même temps, on voit qu'il est transparent, que l'opacité a été baissée, qu'il y a quelque chose d'assez translucide, etc. Et donc il y a un mélange entre du vrai et du faux qui perturbe l'œil, en fait. Et franchement, visuellement, il est assez effrayant. Notamment, il y a un plan où il sort de cette espèce de tonne de montagne, de cette déchetterie un peu là, dans le grenier, et en fait, je trouvais qu'il était vachement énorme. Je l'ai trouvé beaucoup plus gros que dans les autres films. En tout cas, j'ai ressenti un petit peu le fait qu'il soit imposant. Et je sais pas, avec ses yeux rouges et tout. Donc en vrai, je trouve que son design, pas du tout la mise en scène, parce que la mise en scène ne le met pas en valeur du tout, mais son design fonctionnait vraiment bien. Et j'aurais voulu que tous les fantômes du film, enfin pardon, que les deux autres fantômes du film, que les deux autres fantômes du film soient représentés comme ça. Voilà. Parce que visuellement, c'est beaucoup plus marquant, c'est beaucoup plus choquant, c'est beaucoup plus physique, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus beau, enfin, c'est beaucoup plus perspicace. C'était quand même ça qui était intéressant dans Ghostbusters aussi, c'était la matérialité des choses. Je me rappelle dans l'avant, enfin, dans Ghostbusters 1, quand il y a des mecs du taxi, enfin, je sais plus, il y a un mec qui va dans un taxi, il y a le taximan, enfin, le taxi, le mec qui conduit, quoi, qui a une tête en squelette et tout machin. Bah, c'était frappant, quoi. Et c'est, pardon, excusez-moi, il y a un quatrième fantôme, mais qui, en fait, sur quatre fantômes dans le film, il y en a deux qui viennent d'avant. Voilà. Il y en a deux qui viennent d'avant, parce qu'il y a le fameux fantôme qui fait un caméo, mais de toute façon, le glouton fait aussi un putain de caméo, et il fait un Deus Ex Machina aussi, le con, mais bon, bref. Donc, il y a aussi la fameuse meuf de la bibliothèque qui ouvrait aussi. C'était le premier fantôme de Ghostbusters, donc elle revient aussi, mais quelle horreur. Donc voilà, c'est pour vous dire que littéralement la moitié des fantômes qui sont dans le film, alors qu'il y en a quasiment que 4, hein, la moitié des fantômes dans le film sont, sont, sont issus de l'ancienne, de l'héritage de Ghostbusters. Donc vraiment, ils pompent bien la nostalgie, sa mère. Donc c'est très chiant, c'est très embêtant. Et pareil, la meuf en bibliothèque, elle est représentée en SFX, mais encore une fois, c'est juste pour la nostalgie, parce que si ils auraient représenté tous les monstres du film, s'ils auraient fait l'effort de faire ça pour tous les monstres, tous les fantômes du film, je me serais dit, ah putain, je me serais dit, ah putain, Gil Kenan et les producteurs, enfin bref, les Sony, quoi, Columbia Pictures, je me dis, ah ben voilà, ils font ça vraiment pour le film, pour nourrir l'effroi que peuvent représenter les fantômes. Voilà. Ils auraient fait ça avec une vraie volonté artistique. Alors que là, non. Voilà. Ils font ça purement pas nostalgique, parce que du coup, les SFX sont appliqués qu'aux anciens fantômes. Donc c'est vraiment histoire de dire, eh regardez, on a fait comme avant, mais avec ceux d'avant. Mais par contre, avec ceux d'aujourd'hui, eh ben on fait pas pareil. Parce que la vérité, c'est que ça leur fait moins chier, eux, de faire des fantômes, enfin, de faire des fantômes, de laisser d'autres boîtes de VFX faire des fantômes à leur place, que payer des mecs de VFX et ensuite les tourner. Bien sûr que ça demande plus de travail, mais c'est tellement plus intéressant, c'est tellement plus beau, c'est tellement plus tripant, en fait. Moi, j'adore ça. J'adore. Et j'adore pas parce que c'était comme avant. C'est pas ça, en fait. Alors que eux, vraiment, ils pensent comme ça. Ils font ça en mode, ah, regardez, c'est comme avant. Non, c'est pas parce que c'était comme avant. C'est juste que ça fonctionnait mieux. Voilà, en fait. Je dis pas qu'il faut retourner en arrière si ça fonctionne pas. Par exemple, le dernier plan de la bande-annonce de Alien Romulus avec l'alien qui crache sa langue, je trouve que le plan est dégueulasse. Voilà. Je trouve que le plan fait très faux, je trouve que ça fonctionne pas du tout. Donc là, pour le coup, je trouve que ça fonctionne pas. Parce que je trouve que les aliens dans Covenant, ils étaient super bien faits. Bon, ils étaient encore une fois mal mis en scène, mais ils étaient super bien foutus. Donc moi, ça me. Sauf l'alien blanc qui sort du dos, qui était vraiment mal foutu pour le coup. Mais moi, si les effets spéciaux sont bien faits, j'ai pas de problème avec ça. Après, ça dépend des films, mais en tout cas, voilà, Ghostbusters, moi, pour moi, franchement, s'il y aurait eu omis tous ces fantômes qui auraient été représentés visuellement avec SFX, moi, j'aurais été content, quoi. Et je me serais dit, ah putain, les mecs, ils ont fait ça, mais vraiment par choix artistique et par vraie volonté, pas juste par nostalgie ridicule, quoi. Et en plus, j'aime bien parce que le film passe son temps à dire, oui, mais non, on n'est pas nostalgique, notamment. Il y a la meuf avec ses grosses lunettes, je sais plus comment elle s'appelle, qui revient, enfin tout le monde revient en fait, hein. Ils sont 11 Ghostbusters dans le film. 11. Donc on a vraiment limite triplé le nombre de bases, parce que de base ils sont 4. Donc c'est même pas limite, c'est quasiment à une personne près, on a triplé le nombre de Ghostbusters, s'il vous plaît. C'est ridicule. Ça aussi c'est l'ombre de Stranger Things, parce que vraiment le film possède des groupes de personnages. Et j'aime bien parce que les personnages spawnent littéralement à plusieurs endroits. C'est-à-dire que par exemple, vous allez avoir deux personnages et d'un coup, vous savez pas pourquoi, il y a Ray qui va venir avec des lunettes en mode oh, je suis là, alors que le mec est pas venu avec eux en voiture. Pareil, à un moment, il y a je sais plus comment elle s'appelle cette meuf, Lucky, mais il a vraiment fallu qu'on répète son prénom, la meuf, la black là.
pareil, à un moment donné, elle spawn aussi au milieu de nulle part, comme ça. Enfin, en fait, voilà, il y a plein de personnages qui sont pas du tout dans la scène, qui sont pas du tout présentés, et d'un coup, ils arrivent comme ça en mode: «Oh, je suis là», bref, c'est horrible, et ça aussi, il y a vachement scénaristiquement parlant, il y a vachement cette structure dramatique de Stranger Things qui place des groupes de personnages. Parce que dans Stranger Things, pareil, ils sont 12, quoi. Ils sont 12, mais on fait souvent des espèces de trios, de duos, pour créer des iconiques duos, des iconiques trios, voilà, pour agencer les relations et pour créer de nouvelles relations entre les personnages, que je trouve franchement assez intéressant, quelque part. Même si j'aime pas Stranger Things, mais je trouve l'idée plutôt bonne en soi, pour créer des nouveaux liens entre les personnages et tout. Je trouve ça plutôt logique. Et pour explorer des liens qu'ils n'avaient pas explorés dans les anciennes saisons. Donc, quelque part, je trouve ça logique comme système. Franchement, je trouve ça plutôt intéressant, même si, encore une fois, je trouve que c'est pas très bien. Enfin, moi, en fait, je m'en fous, mais cette structure est logique pour développer une série et des personnages. Voilà, je trouve ça intéressant. Encore une fois, ça permet un peu de renouveler. Et toujours, à la fin de Stranger Things, ça fait depuis toutes les 4 saisons, et ça le fera sans doute aussi à la 5e saison, bah, tous les personnages se rassemblent dans le dernier épisode, dans le climax de la série, pour battre le gros monstre, etc. Bon, voilà. Et bah, finalement, c'est exactement la même chose dans ce Ghostbuster Frozen Empire. À la fin du film, tous les groupes qui étaient plus ou moins séparés ou qui se retrouvaient, qui s'entremêlaient, machin, se retrouvent tous dans un point de contingence. Ici, la putain de caserne de merde, là, qui fait 2 mètres carrés, je vous jure. Et donc ils sont 12 là-dedans, enfermés, voilà, à vouloir tirer sur le gros machin, mais ça on va y Non, je revenir aussi. rigole. Bon bref, tout ça pour Et donc, dire vous que du voyez, coup, pour la vous vibe montrer un petit Stranger peu la Things vibe est vraiment Stranger bien Things présente dans le film. qui est vraiment là, quoi, quand même, hein. Bon, mais donc on va parler un petit peu des incohérences, parce que j'ai parlé du fait que le film était en soi, le film est quand même plutôt long, comme je vous dis, il y a 1h50 de blabla vraiment inutile, et donc on va parler un peu des incohérences qui sont vraiment ridicules dans le film. Notamment la plus grosse incohérence du film, qui intervient vers la fin. En fait, on découvre que le plan du sous-Vecna, là, déjà que Vecna, c'est un méchant qui est horrible, vraiment horrible comme méchant. Pareil, c'est un méchant qui patiente tout le temps, mais bon, c'est pas grave, mais bon, il est vraiment pourri comme méchant Vecna. Et puis, en vrai, c'est un Grinch, hein, le mec, son maquillage est dégueulasse, quoi. Bon, ouais, c'est pas grave. Passons, on va pas parler de Stranger Things, parce que sinon on va pas y arriver. Et donc le gros plan du gros méchant, comme bien évidemment c'est de détruire le monde en soulevant en soulevant le monde avec une armée de fantômes, bien évidemment, exactement comme dans le second film. D'ailleurs, si on y réfléchit, je viens d'y penser, mais tout le concept, en énorme, énorme, énorme guillemets, parce que le concept n'est pas du tout exploité, comme je vous dis, le concept arrive 10 minutes à la fin du film, donc c'est pas Frozen Empire, c'est Summer Empire, ou appelez ça comme vous voulez, mais c'est un Ghostbuster classique. En fait, même cette idée-là, qui aurait dû être développée dans le film, mais qui n'est pas du tout développée, fait vachement penser au Blob aussi. Le Blob, c'est le truc rose là dans le second film qui envahissait un petit peu tout New York. Mais là, c'est un peu la même chose, sauf qu'on remplace le Blob par de la glace. Et au fond, on peut dire ce qu'on veut, mais le Blob, moi, je trouve ça un peu pourri. Puis ça faisait effectivement comme dans le film Blob, c'était rose comme ça. Bon, je trouvais franchement le truc vraiment pas ouf, ouais, et pas très flippant en soi. Je préfère voir des chiens et des putains de yeux rouges te posséder que voir un liquide vaisselle là, arpenter toutes les rues de New York. Voilà, je trouve ça beaucoup moins intéressant, mais au moins il y avait quelque chose d'un peu plus fantomatique à cette espèce de, comment dire, de liquide. Alors que là, de la glace, moi j'ai pas peur de la glace, je suis désolé, enfin, en tout cas visuellement, c'est pas prenant, c'est pas horrible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas. Alors, je pense qu'il voulait plus ou moins faire un discours climatique avec, voilà, avoir un discours plus ou moins écologique en mode: «Eh regardez, la menace, c'est la menace de glace», en mode: «Ah attention au réchauffement climatique, voilà, baissez votre consommation, machin, arrêtez de conduire, machin», enfin bon, ouais, des conneries comme ça. Sauf que déjà le film n'exploite pas du tout son concept de une, donc en gros ça sert à rien parce qu'en fait, comment veux-tu développer une idée si tu n'en développes pas le concept par lequel tu es censé développer cette idée métaphoriquement? Donc ça sert à rien du coup. Et puis en fait ce que je trouvais intéressant aussi, mais encore une fois c'est ce qu'ils n'ont pas fait dans le film, les 10 minutes où il y a de la glace, déjà il y a personne qui meurt, et ça aussi on va y revenir, il y a très peu de conséquences dans le film. Visuellement parlant ou scénaristiquement, il y a jamais des conséquences, mais je vais y revenir. Mais ce que je trouve vraiment très con, c'est qu'en fait, il y avait un délire qui était intéressant, c'est qu'en fait, ils auraient pu rendre cette glace beaucoup plus métaphorique, parce qu'en fait, ils disent littéralement dans le film, oui, ce monstre a la capacité de te faire mourir de peur, littéralement. Et j'aurais trouvé ça super intéressant, en fait, que les gens qui ont peur se mettent à geler. Et donc, sur un film avec des fantômes,
C'est super intéressant parce que du coup, si t'as peur parce que techniquement, quand il y a un fantôme, bah, ça te procure de la peur et donc si tu peur, tu gèles. Donc en fait, ça aurait été un film intéressant sur le fait de combattre littéralement sa peur pour tuer le méchant et c'est un truc qui revient dans beaucoup de films au fond, cette histoire de combattre ses peurs. Donc ça aurait été super intéressant dans le film comme message de se dire, voilà, d'apprendre à doser sa peur, à contrôler sa peur et à la combattre intérieurement pour combattre le gros méchant monstre. Ça aurait été super logique, intéressant et ça aurait rendu la glace, métaphoriquement parlant, beaucoup plus intéressante que juste: «Ah bah non, tout gèle et c'est tout, quoi». Alors que si tout gelait parce que tout le monde avait peur, ça aurait été en logique avec, l'effroi, la peur et donc thématiquement parlant avec le fantôme. Parce que le fantôme, la base d'un fantôme, c'est qu'il fasse peur. Voilà. Donc j'aurais trouvé ça super intéressant. Vraiment, j'aurais trouvé ça super intéressant et beaucoup plus voilà, beaucoup plus pertinent. En tout cas, ça aurait rendu cette histoire de glace et de Frozen Empire beaucoup plus intéressant que juste tout gèle, parce qu'il fait 0 degré. Donc parlons des incohérences. En parlant de 0 degré, ils disent que c'est le fameux, bon, je sais pas si c'est vrai ou pas ces conneries, mais ils disent oui, la glace qui se génère, c'est le 0 degré, le zéro ultime. En gros, en gros, c'est le froid qui te fait mourir, quoi. Et j'aime bien parce que les personnages sont gelés mais ne meurent pas dans le film. C'est-à-dire que par exemple, la meuf black là, je sais plus comment elle s'appelle, Lucky, ridicule comme nom. Attention, elle ne tire pas plus vite que son nom, donc je vous préviens. Bon, cette meuf tire sur, Vecna de merde là et elle gèle, elle commence à geler et Vecna la regarde et s'en va. Et genre, quel fantôme fait ça? Genre expliquez-moi, la meuf lui tire dessus, donc elle représente un danger pour lui, mais le gars, elle est à peine gelée, mais il la tue pas. Alors que la scène d'après, il demande à un mec, je ne sais pas pourquoi, es-tu le maître du feu? Encore une putain de référence à Ghostbusters. Il demande à un mec dans un magasin qui ne sort de nulle part. Vraiment, ça n'a pas de sens qu'il lui pose cette question. Parce que dans le film, on voit pas pourquoi ce mec serait le maître du feu. On l'a pas vu avant. On n'a pas vu dans le film que oui, ce mec, c'est. À la limite, on aurait vu une scène où il savait contrôler le feu. Ça aurait été logique que ce mec, que Vecna vienne le voir pour le buter parce qu'il représente une menace pour lui. Mais non. Mais donc techniquement, Vecna pense que ce mec c'est le maître du feu et donc que techniquement c'est une menace pour lui, et donc il le tue. Et là, il le glace et là il le plante et le mec se décompose en petits morceaux en glaçons de merde là. Donc il le tue littéralement. Alors expliquez-moi pourquoi dans la scène d'avant, la meuf qui lui a tiré dessus, alors certes c'est pas la maître du feu, mais la meuf lui tire dessus, donc c'est une menace. Et la scène d'après prouve que lorsqu'il se sent menacé, il tue quelqu'un, et là du coup cette meuf est une menace, mais il ne la tue pas. Donc c'est comme on dit, c'est la plot armor, voilà, hein, c'est l'armure scénaristique et il y en a plein dans le film. Pareil à la fin du film, quand tous les personnages se font geler par la glace. D'ailleurs, j'aime bien parce que les pics s'arrêtent là, mais ils les plantent pas. Bref, ils sont tous gelés, mais ils ne meurent pas. Alors que soi-disant, c'est le zéro ultime, c'est le froid ultime qui te tue. On dit littéralement que c'est le froid de la mort. Voilà, on le dit dans le film, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est le film. Voilà. Et c'est exactement pareil avec ce personnage horrible que je trouve horrible. Je sais pas d'où il sort, lui. Le mec blond à lunettes, là. Il prend l'orbe dans ses mains, le fameux un peu MacGuffin du film. En tout cas, c'est de là, enfin la prison, voilà, que de sort. C'est en fait voilà, c'est pas une prison carrée avec des traits, enfin rectangulaires avec des traits orange et noirs qu'ont les Ghostbusters, qu'ont fabriqué les Ghostbusters. Non, non, là c'est une prison en orbe en ronde, donc bon, c'est pareil, mais c'est de la merde. Bref, cette fameuse prison, le mec la touche et donc sa main gèle, mais tu sais pas pourquoi. Ensuite, il a juste un petit plâtre comme ça. Là, il a un peu de traits rouges, voilà, il a un peu les doigts rouges. Genre vraiment comme s'il avait mis 2 secondes la main dans le réfrigérateur. Mais tout va bien. C'est ridicule quand même. On est d'accord que c'est ridicule. Genre sa main, elle était censée flinguer, se péter quoi. Pareil, il y a un truc que je comprends pas. Au début du film, lorsque l'Indien, là, je sais pas comment il s'appelle, Razmin, je sais pas quoi, le fameux acteur des Éternels, d'ailleurs c'est marrant parce que ce mec devient, c'est le truc le plus ridicule, jamais j'aurais pu dire ça, mais ce mec balance du feu dans le film, ouais, c'est le maître du feu, c'est vraiment ridicule. Vraiment ridicule, quoi. Jamais de la vie j'aurais cru voir des Ghostbusters s'allier avec un mec maître du feu. C'est d'un ridicule, mais horrible, quoi. Horrible. Vraiment horrible, quoi. Je comprends pas comment ils ont pu se dire, ouais, bah ça va bien le faire, quoi. Parce que maintenant, les Ghostbusters, il y a de la magie. Voilà. Maintenant, il y a de la magie. Et puis en plus, c'est con, mais Vecna, tu veux le tuer, tu prends un lance-flamme, quoi. Tu prends un lance-flamme. Je comprends pas. Et je vais y revenir aussi à un truc, voilà, je viens d'y penser, mais il y a un truc qui a vraiment aucun sens. Mais vraiment, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi.
On part du principe que, Vecna ne peut pas mourir avec les lasers de base et donc Phoebe, crée un nouveau laser avec du cuivre ou je sais pas quoi, bon et donc elle arrive à toucher Vecna. Mais au fond, c'est pas assez, il faut que Vecna meure avec par l'alliance de ce nouveau, laser vert, plus le feu du mec. Sauf que je vais vous expliquer un truc, déjà qui pour moi n'a pas de sens, mais sauf que dans le film, il y a un moment donné, le laser de base, hein, d'origine, pas le vert, le laser orange, enfin le truc qui tire des lasers orange se fait posséder par le possesseur, qui veut tirer sur, Finn Wolfhard. Il aurait dû y arriver, mais malheureusement il n'y arrive pas. Donc le laser commence à se tirer, et là on voit qu'il se dévie, et donc en fait on découvre que c'est le maître du feu qui contrôle le laser. Donc le maître du feu, qui jusque-là ne contrôle que du feu dans le film, s'il arrive à contrôler le laser, ça veut dire que le laser, c'est considéré comme du feu. C'est-à-dire qu'il y a du feu dedans. On est d'accord? Et donc si déjà moi je trouve pas ça logique, parce que pour moi le feu et le laser c'est différent. Mais bon, s'il arrive à le contrôler, c'est pas moi qui le dis, c'est ses pouvoirs là, s'il arrive à contrôler le laser, ça veut dire qu'il y a du feu dedans. Et donc s'il y a du feu dedans, expliquez-moi pourquoi ça ne tue pas Vecna. Expliquez-moi pourquoi ces mêmes lasers dans lequel il y a du feu, parce que le maître du feu, enfin oui, parce que le maître du feu arrive à les contrôler. Expliquez-moi pourquoi ces lasers qui ont du feu n'arrivent pas à détruire Vecna, alors que le maître du feu, avec son propre feu, arrive à détruire Vecna. Expliquez-moi où est la logique là-dedans. Il y en a aucune. Donc finalement, même cette histoire de Phoebe qui sort un putain de blaster là en 2 secondes qui fait cuire du magma dans sa poêle, même ça n'a pas de sens finalement. Donc en fait, rien n'a de sens dans cette scène-là. Mais rien, rien du tout. Voilà. Donc c'est quand même ridicule, voilà, c'est quand même ridicule. Mais bon, je disais, la plus grosse incohérence du film, la plus grosse, mais vraiment grosse, grosse, grosse comme ça, c'est le plan de Vecna. Le plan de Vecna, puis ça aussi, avant de parler de la grosse, grosse incohérence, première petite incohérence ridicule, Vecna, on nous le présente comme un mec super puissant et tout machin, mais ce mec n'arrive qu'à posséder les vivants. Enfin, les morts, pardon. Il arrive qu'à posséder les morts, mais pas les vivants. C'est super pour avoir de l'influence sur le monde réel, hein, posséder les, euh, les morts. J'ai jamais vu un truc aussi ridicule, quoi. C'est ouais, c'est le plus grand fantôme de tous les temps, mais en fait, il n'arrive pas à posséder les vivants, il possède les morts. Bah, c'est génial. Et donc, je vais vous expliquer ce qui se passe dans le film. C'est vraiment d'un ridicule incroyable. Le rôle de Vecna, euh, c'est de vouloir, enfin son rôle, ouais, je sais pas pourquoi, mais bon, il veut posséder un fantôme, il veut posséder un fantôme pour se libérer indirectement grâce à ce fantôme. C'est-à-dire qu'il veut posséder un fantôme, et quand il possède ce fantôme, il veut réciter des blabla là dans je sais pas quelle langue, et donc se, euh, se libérer de son orbe. Et donc pendant tout le film, il y a je vais revenir aussi là-dessus, mais il y a une pseudo-relation quasiment lesbienne, en tout cas une relation amoureuse entre deux personnages féminins, même si je sais pas si ça vaut le coup de le dire, mais en tout cas c'est là. Ce que j'ai trouvé sympa d'ailleurs, ça c'est un bon point du film, mais qui malheureusement ne va pas à fond dans son développement, mais je vais y revenir plus tard. Donc il y a Phoebe qui discute avec cette fille qui s'appelle Mélodie, je crois, qui est un fantôme du coup. Et donc on a son apparence fantomatique, etc. Et Phoebe, comme plus ou moins je suppose qu'elle est amoureuse d'elle, elle veut en gros se la faire en 2 minutes, parce qu'elle arrive à se tuer pendant 2 minutes. Voilà, m'expliquer ça aussi, ça n'a aucun sens, mais bon, c'est pas grave. Donc bref, elle se tue en 2 minutes et elle apparaît en mode fantomatique. Et à ce moment-là, elle se fait posséder par. Donc elle est exactement dans la même forme que son ami. Donc en fait, on la voit en translucide en fantôme bleu, quoi. Phoebe aussi est bleue, va savoir pourquoi elle est bleue, mais moi elle est bleue aussi. Bref, donc les deux sont un peu similaires, quoi. Et Phoebe se fait posséder par Vecna. Et à ce moment-là, ensuite, elle parle à l'orbe et elle libère Vecna. Voilà. Donc en fait, c'est Vecna qui s'auto-libère à travers Phoebe. Voilà, par possession. Ça va, vous avez compris? et, je, et en gros, le plan, c'est qu'en fait, il a demandé à Mélodie, en gros, d'amadouer Phoebe pour qu'elle se tue et que, en gros, ensuite, il possède Phoebe. Sauf que, expliquez-moi pourquoi Vecna n'a pas possédé Mélodie. Parce que techniquement parlant, il n'y a aucune différence entre Phoebe et Mélodie. Pourquoi il aurait fallu qu'il possède Phoebe? Ça sert à rien dans sa phase de libération de lui-même avec l'orbe, en fait.
parce qu'il possède juste un fantôme et ensuite il parle à travers la bouche de ce fantôme avec sa langue ancienne. Donc en fait, on s'en fout du fantôme qui fait ça. Et donc je comprends pas pourquoi il a pas pris Mélodie depuis le début. Voilà. Le mec, il passe son temps à essayer de draguer une adolescente humaine indirectement pour qu'elle se tue et tout, machin. Le mec, il se casse les couilles, voilà, à embaucher quelqu'un et tout, machin. Et ça a aucun sens. Genre vraiment, en fait, il aurait juste dû prendre n'importe quel fantôme, parce qu'il y a des millions de fantômes dans Ghostbusters, on suppose, dans l'au-delà. Il aurait pu prendre n'importe quel fantôme, mais tu sais pas pourquoi. Il a pris, il a décidé, non, non, mais je veux posséder Phoebe plutôt que Mélodie. Genre, ça a aucun sens. La Mélodie, elle est toujours là en tant que fantôme depuis le début du film, et le mec se dit pas, bah tiens, je vais la posséder. Parce que ce mec possède des gens contre leur gré, c'est le but de la possession. Donc expliquez-moi pourquoi il attend Phoebe, ça a aucun sens. Aucun sens. Mais vraiment, ça a aucun sens. C'est ridicule. Mais à un point, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais les gars, vous écrivez le script à une main ou quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est d'un ridicule, ridicule, ridicule. Et en plus, ce qui est d'autant plus ridicule, c'est qu'ils essayent de justifier la traîtrise du personnage de Mélodie en disant oui, mais non, mais je veux revoir mes parents. Excusez-moi si vous entendez du bruit du vent, il y a beaucoup de vent en ce moment, c'est chiant. C'est le fantôme qui souffle. Voilà, c'est ça, c'est Vecna qui essaye de m'atteindre, mais comme il est pourri, parce que c'est une vraie merde ce méchant. Donc je disais, soi-disant la justification par rapport à cette traîtrise-là, cette traîtrise, soi-disant elle a fait ça pour revoir ses parents. Sauf que, bien évidemment, en fait non. Et pour revoir tes parents, tu passes dans la lumière en fait. T'es pas obligé de tuer ton ami en fait. Voilà, t'étais pas obligé de tuer ta crush et de la faire posséder par je sais pas qui, et ensuite de libérer et de tuer tout le monde parce que en fait elle culpabilise déjà sur la mort de ses parents qu'elle a brûlé sans faire exprès. Ses parents sont deux et elle se dit pas qu'elle va culpabiliser sur la mort de tout le monde parce qu'en fait si elle fait pote avec Vecna, c'est tout le monde qui va flamber. Enfin pas flamber du coup mais geler quand même. C'est vraiment ridicule. Et puis au fond, je comprends pas pourquoi d'ailleurs, il y a aussi une autre incohérence. On nous dit en manque dans le film que chaque fantôme a un objet qui lui est lié émotionnellement à lui et avec lequel il traîne tout le temps. Et pour Mélodie, c'est sa putain d'allumette, euh, qui fait aussi un de sexe, on est d'accord. Et ce que je trouve pas logique, c'est qu'en fait, moi, j'ai vu aucun fantôme avec un objet dans la saga Ghostbusters. Donc on nous invente une nouvelle règle de fantôme, mais au fond, en fait, ça devient incohérent. En fait, ce film, le discours de ce film-là devient incohérent avec tout le reste. On essaie de créer une nouvelle règle, mais qui n'a pas de sens avec les anciennes règles. En tout cas, qui ne fait pas corps avec les anciennes règles. Vous allez me dire, oui, on invente quelque chose de nouveau, oui, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que ça servait à rien déjà de une. En fait, on s'en fout, voilà, elle aurait pu trouver une boîte d'allumettes n'importe où, vu que les fantômes peuvent contrôler les objets, donc en fait, pas besoin d'expliquer que oui, c'est ça, boîte d'allumettes, enfin, en fait, c'est inintéressant. Et surtout, voilà, je trouve que ça, en fait, ça a foutu le bordel un peu dans la logique des fantômes, je trouve. Donc bon, voilà, c'était quand même un peu ridicule. Euh, Pareil, d'autres incohérences aussi, que la famille Spengler ou Gruberson, aka Gruberson, qui partent tous à New York. À la limite, c'est logique parce que le mec Black, je sais plus comment il s'appelle, l'ancien Ghostbuster Black, leur a offert la caserne des Ghostbusters, avec tout le matos dedans et tout machin. En gros, il leur a dit soyez Ghostbusters, ça aussi, il y a une autre incohérence par rapport à ça, mais bon, bref, en gros, il leur a offert la caserne, et eux, tu sais pas pourquoi, maintenant qu'ils sont Ghostbusters, ils se sont dit bon, on va aller à New York. Jusqu'ici, pourquoi pas. Même si scénaristiquement, au niveau de la nostalgie, c'est très chiant, mais c'est logique par rapport au personnage. Parce que maintenant qu'ils sont Ghostbusters, et pour protéger le monde, c'est mieux d'aller dans une grande ville qu'au milieu de nulle part. Donc bon, je trouve ça logique. Mais par contre, ce que je trouve illogique, c'est que Lucky, donc la meuf Black, l'autre là, le chinois un peu, je sais pas comment il s'appelle là, Podcast, c'est ça son nom? Je sais pas pourquoi je retiens des noms aussi pourris, mais bon. Lucky et Podcast, pourquoi ils les suivent en fait? Genre, ça a aucun sens. Pourquoi ils viennent à New York avec eux? Parce qu'ils habitent pas dans la caserne. Et au fond, la caserne, ça devient une caserne familiale, donc en fait, avec Gruberson, la mère et les deux enfants. Genre, pourquoi eux, ils viennent? Je sens qu'ils ils vivent pas dans genre, Lucky, on sait pas où est-ce qu'elle habite. Voilà. On sait pas du tout où est-ce qu'elle habite. Et l'autre mec, il vit chez Ray, mais ça aussi, ça a pas de sens. Genre, pourquoi ce mec Ray adopterait ce gars? Enfin, je sais pas, il adopte pas, mais il vit dans son sous-sol et tout. Mais pourquoi? Enfin,
En fait, surtout, qu'est-ce qu'ils foutent là, quoi? Parce qu'en fait, même lorsqu'ils font la chasse des fantômes au début, beh, c'est que la famille Gruberson et Spengler. Il y a pas Lucky et il y a pas ce mec. Donc en fait, de base, s'ils venaient à New York, je me dis: «OK, s'ils se sont déplacés à New York, c'est pour faire des Ghostbusters». Mais en fait, quand la famille est en mode Ghostbusters, ils sont même pas là. Donc en fait, ils sont même pas Ghostbusters. Donc qu'est-ce qu'ils foutent à New York? Ils sont partis stalker en fait la famille. En fait, là, voilà, c'est vraiment pour juste dire: «Oh regardez, les personnages ils sont là», mais ça n'a aucun sens qu'ils soient là. Ça n'a aucun sens. Ces personnages, ils auraient dû disparaître. Vraiment. En parlant des personnages, il y en a du coup 11 dans le film. Bizarrement, j'ai trouvé que l'équilibre par rapport aux personnages fonctionnait plutôt bien. Je trouve que on passait des uns aux autres avec pas trop de difficultés. Voilà, j'aurais pensé franchement que j'allais être plus perdu au niveau des personnages, mais finalement ça allait. Tiens, qu'ils en rajoutent 2 avec le maître du feu qui sert à rien et l'autre fantôme qui sert à rien non plus. J'aurais trouvé que voilà, que ça aurait été plus le bordel, finalement ça va, j'étais pas perdu. Alors qu'en vrai, il y en a beaucoup, donc finalement je trouve qu'ils ont plutôt bien géré ça. Mais c'est quand même vraiment ridicule le fait qu'à la fin, ils soient 11 en tenue de Ghostbusters, et à faire revenir les vieux encore et encore, encore et toujours. Au bout d'un moment, c'est bon quoi, genre on s'en bat les couilles quoi. Enfin, en fait, c'est même plus une blague là, c'est une blague qui dure trop longtemps. Voilà. Elle durait déjà un petit peu longtemps à la fin d'Afterlife, mais là, ils y sont y allés à fond. Et en plus, j'aime bien parce qu'ils font genre que soi-disant, Vecman, il veut plus être Ghostbuster ou je sais pas quoi, genre en mode oui, je pense le Red, il y a un moment, ouais, je pense à quelqu'un et après il dit: «Oh mais non, laissez tomber», en mode, il voudra pas le faire, mais mec, il était là la dernière fois. La dernière fois, il a renfilé, donc pourquoi il renfilerait pas là quand c'est la fin du monde? Enfin, c'est aussi un truc qui n'a pas de sens. Le mec, le Black là, je sais plus comment il s'appelle, l'ancien Ghostbuster Black. Donc comme je vous ai dit, il a offert la caserne à la famille pour qu'il puisse être Ghostbuster, officiellement, etc., etc. Donc en fait, le mec, donc clairement par son acte là, il est pro Ghostbuster parce qu'il leur dit tenez, je vous offre la caserne et soyez Ghostbuster officiellement. Mais pendant le film, il est contre eux. Voilà. Pendant le film, dès que les Ghostbusters commencent à sauver un peu la ville, ou je sais plus trop quoi, je sais plus pour quelle raison d'ailleurs. C'est parce que Phoebe, au bout d'un moment donné, elle a flingué un lion hanté par le possesseur, une statue de lion, qui fait vachement référence aussi aux chiens, parce que de base c'était les chiens qui étaient c'était pas la bibliothèque, mais ils étaient devant le gros building, mais bon, c'était des chiens en statue, et là on remplace les chiens par des lions. C'était de la grosse merde cette scène d'ailleurs aussi, mais bon, bref. Donc Phoebe a flingué un lion fantôme, parce que sinon il aurait défoncé tout le monde. Et le mec Black est là en mode ouais, non, Ray, faut pas que tu sois le Ghostbuster, toi non plus Phoebe, mais à quoi tu pensais, blablabla. Et t'as envie de te dire, mais mec, tu les as invités dans la caserne pour qu'ils jouent les pompiers ou pour qu'ils jouent les Ghostbusters? Enfin, c'est quand même ridicule, quoi. Enfin, j'ai envie de te dire, mais mec, prends position, quoi. Enfin, c'est trop con. C'est trop con. Vraiment, c'est trop con. Et dès que le maire arrive pour dire, Phoebe, c'est pas bien, donc en fait, le mec, il est avec le mec Black, le maire arrive et sort les mêmes propos que le mec Black, là, il dit, oh, mec, doucement. Mais le mec, il est, en fait, il est bipolaire, ce mec. Enfin, vraiment. Vraiment, genre, il est trop con, quoi. Genre, enfin, bon, c'est n'importe quoi. Enfin, en fait, c'est pas qu'il est con, c'est juste qu'il est mal écrit. Donc bref, ça c'était quand même très embêtant, et je crois qu'on a bientôt fini avec cette critique parce que j'en ai un peu marre de parler de ce film. Parlons de la fin qui est tout simplement catastrophique. Donc comme je vous disais, le film, en vrai, voilà, il est quand même pas bien, il a plein de défauts. Non, on va parler de deux choses. Avant de la fin, on va parler de Mélodie, du coup, le fameux fantôme. Je trouve que c'était une idée intéressante de travailler une relation humain-fantôme. C'est quelque chose que pour le coup, là, c'est très 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 neuf. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans Ghostbusters. Et je trouve que c'était bien animé. Même si c'était vraiment une pseudo-romance très classique, très gnangnan, très niaise. Mais en fait, je trouve qu'elle aurait dû être plus développée. Déjà qu'elle est assez développée dans le film, mais en fait, il n'y aurait pas dû avoir cette histoire de traîtrise. Je trouve ça ridicule parce que du coup, ça rend toute la relation des personnages inutile. Donc je trouve ça vraiment pourri. Ils auraient vraiment dû juste faire une relation avec un fantôme. Et je trouve qu'ils auraient dû l'introduire de manière différente. Parce qu'ils l'ont introduit avec le jeu d'échecs qui est aussi du coup une référence au premier film, mais c'est bon, c'est chiant quoi. Mais en soi, quelque part, c'est une bonne introduction parce que enfin, une bonne introduction sans en être une, parce que ce que je trouve pas bien dans cette introduction avec les échecs, c'est que ça fait référence à Afterlife, alors qu'en fait, c'est bon, les références, on en a marre, quoi. Ils font de la nostalgie par rapport aux Ghostbusters, arrêtez de faire de la nostalgie par rapport aux Ghostbusters de l'année précédente, des quelques années précédentes, c'est bon, c'est chiant, quoi. On a l'impression qu'ils ont
Rien de plus à inventer. En fait, déjà, ce qu'ils avaient inventé dans le troisième film, ils le réutilisent, mais arrêtez, réinventer de nouvelles choses. C'est comme le fameux clin d'œil de Phoebe, il était super bien dans le troisième, dans le troisième film. Il le ressort très très mal dans ce film-là, et c'est bon, passez à autre chose, quoi. Passez à autre chose. C'est trop chiant. Mais bon. Mais bon, le truc que je trouve bien par rapport aux échecs, c'est que, en fait, les échecs, quelque part, c'était comme ça que Phoebe rencontrait son grand-père. Et là aussi, c'est un peu, en fait, quelque part, la relation Phoebe-Mélodie, c'est une gradation de la relation Phoebe grand-père, Grandpa, parce que finalement, enfin, il y avait un fantôme qui était gentil dans Ghostbusters Afterlife. C'est ça qui était bien aussi. Il y avait une relation très touchante, je trouve. Et puis c'était plus intéressant de le représenter finalement en invisible que en visible là dans Frozen Empire où on la voit physiquement. Bon, c'est à la fois intéressant et inintéressant parce que c'est comme ça qu'on représente les fantômes de base dans Ghostbusters. Ça aussi, c'était intéressant de représenter par l'invisible et voilà. Bon, bref. Hum, Puis j'aime bien parce qu'on parle de. Non, non, bref. Mais bon, voilà. Mais du coup, donc en fait, pour moi, le fait que Phoebe rencontre un fantôme avec les échecs, ça représente le fait que c'est un fantôme qui est gentil. Voilà. Donc, ça préfigure le fait que ce soit un fantôme gentil parce que celui qui jouait aux échecs avec Phoebe, c'était quelqu'un de gentil dans le troisième film. Donc, du coup, le fait que ça fasse que la relation avec Melody commence de la même manière, parce que Mélodie, techniquement, c'est un personnage qui est plutôt positif dans le film, même si voilà, elle a fait à l'envers derrière. Voilà, c'est ce qu'on appelle une grosse douille, madame. Bienvenue dans le monde de la douille. Ce sera pas fini, vous inquiétez pas. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que je trouvais ça plutôt bien animé quelque part pour préfigurer. Et en plus, quelque part, ça fait un twist parce qu'on croit du coup qu'elle est gentille, mais à la fin, elle est pas. Donc c'est plutôt bien animé pour le coup. Ça nous amène vraiment sur une mauvaise piste par rapport au développement. Mais justement, j'aurais préféré que Phoebe soit hantée par un fantôme et qu'elle ait très peur, voilà, et qu'on joue vraiment sur les codes de l'horreur pour ensuite nous présenter que c'est une petite fille qui est gentille et tout machin, et qu'elle commence à développer une relation amicale ou amoureuse. Bon, voilà. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, et donc enfin on va venir à la fin du film. Mais bon, voilà, cette relation en fait, était intéressante, mais elle aurait dû être plus développée. Voilà, elle aurait dû être plus développée, et voilà. Mais bon, on va venir à la fin du film qui est complètement catastrophique. Là, la fin du film, c'est un gros fuck dans le doigt des spectateurs. Parce que du coup, c'est à la fin que vient la scène de Vecna qui arrive, et enfin, c'est là qu'il y a la menace de glace dans les 10 dernières minutes. Et encore, parce qu'en fait, vraiment, ça se limite même. Je suis sûr que dans le film, si on combine tous les plans de glace, je suis sûr qu'ils durent pas plus de 2-3 minutes. Parce que, parce que là où il y a la menace de glace qui est censée recouvrir tout New York, il n'y a qu'un plan qui présente de loin New York enneigé. Vraiment, il y en a qu'un seul. Sinon, je vous jure, hein, sinon, en fait, tout le climax qui est censé représenter voilà, un peu l'apocalypse climatique, le climax se passe dans la caserne, donc on voit rien. Donc en fait, autant vous dire qu'il aurait pu neiger, il aurait pu pleuvoir, il aurait pu faire n'importe quel temps. En fait, on n'aurait pas vu ce qui se passait vu qu'on est dans cette putain de caserne de merde. Et je déteste ce décor, je le trouve très moche, très rectangulaire comme ça ressemble à rien quoi, cette caserne. Bon, c'est pas beau. Et donc ils sont 12 là-dedans en combi. Et du coup, ce mec Vecna ne fait rien quoi. Voilà, c'est le pire méchant du monde. Genre, il arrive, il les regarde, ils sont tous là, comme ça. En fait, tout le monde se regarde dans ce film. C'est un jeu de regard où, tu sais, voilà. C'est un putain de jeu de regard, en fait. Parce que le Vecna arrive, voilà. En fait, il vient dans la caserne pour réveiller les morts, et il voit 12 mecs qui sont armés comme ça. Il se dit pas, je vais les glacer. Non, non, il les regarde. Il est comme ça. Vraiment, il est fixe. Hein. Il est fixe, il est fixe, il est fixe. Il est fixe. C'est horrible, donc il fait rien. Et d'autant plus, ce qui est d'autant plus con, c'est que eux aussi font rien, ils voient cette menace, mais en fait, qui n'en est pas une. C'est pour ça qu'ils leur tirent pas dessus, en fait, parce qu'en fait, ce mec n'est pas menaçant. Ils sont 12 avec leur putain de blaster, et jamais ils se disent, bon, ben, je vais leur tirer dessus. Vraiment, tout le monde attend dans ce climax. C'est ridicule. C'est un des climax les plus mal écrits que j'ai jamais vu de ma vie, je crois. Donc, il se passe rien. Ils tirent tous sur lui. Ensuite, il tire un peu en bas, mais il les glace vite fait, il les tue pas, en fait. Voilà. En fait, ce mec passe son temps à ne tuer personne. Ensuite, il y a le maître du feu qui arrive, mais d'une manière ridicule. Et le mec blablate, 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 blablate. Voilà. En fait, il passe son temps à blablater et à se regarder dans le blanc des yeux. Vraiment, il se passe rien. Non, mais vraiment, il s'attaque jamais. Personne ne s'attaque. Le maître du feu arrive, il blablate, il dit oh, excusez-moi, machin. Essaye d'allumer sa flamme, ça marche pas. Enfin bon, bref.
Au bout de 10 longues minutes, enfin non même pas, mais en gros voilà, en fait dans les 3 quarts du climax, il y a pas de baston et dans le dernier quart, voilà, on tire sur ce mec et voilà, il explose ou je sais plus quoi et c'est terminé quoi. C'est le pire méchant du monde. Et bien évidemment, ça finit sur, une nuée d'applaudissements, machin, bon bref. Donc voilà, j'ai fini pour cette, fameuse critique de Ghostbusters, Frozen Empire qui est un film vraiment très classique et plus j'y repense en fait, moins c'est bien. Avec des personnages très fades, très sous-développés, c'est un film qui use beaucoup de ses références, mais pas pour les bonnes raisons. C'est un film qui regarde trop en arrière et qui regarde pas du tout assez en avant. C'est un film qui est très fade au niveau de sa réalisation, donc je vais citer les quelques plans qui sont sympas dans le film pour finir sur une note positive. Le premier plan du film est sympa, même si c'est une forme assez classique de panoramique qui, heu, qui descend depuis le ciel. On voit le ciel et j'ai trouvé assez quasiment angoissant en fait. Le ciel est gris, il y a de gros éclairs, le sound design était plutôt bien fait. Donc pour commencer le film, voilà, ça instaure une certaine ambiance, mais c'est le seul moment où il y a un truc intéressant dans le film. Donc voilà, où il y a un peu de tension, voilà. Donc bref, le plan descend tout doucement. Il y a une reproduction parce que ça se passe en 1800 et quelques le début. Il y a une reproduction de bâtiment qui est en VFX complètement dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Et donc, il y a écrit SOS Phantom Ghostbusters vraiment à l'ancienne. Et donc, je trouve que les anciens logos, encore une fois, nostalgie, mais fonctionnaient plutôt bien pour le coup. Voilà, il y avait vraiment une vibe assez intéressante dans ce film. Mais voilà, le premier plan est vraiment sympathique, je trouve. Pourtant, c'est voilà, un panoramique assez classique, plutôt un dézoom, un travelling qui descend, et ensuite on a un panoramique descendant qui présente la caserne à l'époque. Mais voilà, je trouve le plan assez sympathique. Il y a un autre plan un peu sympa, mais qui est assez classique à faire en effets spéciaux aussi. C'est donc au début, voilà, pareil, toujours dans l'introduction du film, avant la seconde avec le Barracuda, là, mais toujours à l'époque, dans l'époque, en 1800 et quelques, il y a le mec qui tient l'orbe, là, dans sa tenue d'Indien, je sais pas quoi, chevalier ridicule, là. Donc il tient l'orbe, parce qu'il a enfermé le démon, je sais pas quoi. Et donc en fait, la caméra se rapproche de l'orbe et en fait, elle rentre dans une fissure et ensuite dévoile dans le néant les yeux dégueulasses de Vecna. Et donc voilà, cette espèce d'immersion voilà, dans des petits détails, bah, c'est ce à quoi notamment sert les VFX, parce que des fois, on est dans une incapacité physique de faire ça dans la vraie vie, en fait. Enfin, si, il y a des moyens de le faire, mais de faire des astuces, alors que voilà, je trouve que ça a pris un peu de liberté visuelle finalement, donc c'est assez intéressant. Et le dernier plan qui faisait un petit peu ça dans le film, c'est quand, il y a un moment donné, il y a un des personnages qui descend sur je sais plus, ils sont en famille et tout, je sais plus si c'est Phoebe, je crois que c'est Phoebe qui descend sur vous savez, la tige de pompier là. Et en fait, en fait, donc là, c'est le premier étage, là, c'est le rez-de-chaussée, donc elle descend avec la tige, comme ça. Et en fait, la caméra suit et rentre dans le trou de la tige, donc suit la descente du personnage. Et ensuite, le plan continue un petit peu. Voilà, pareil, une immersion finalement, mais là, physique et non pas réalisée en VFX, je suppose, qui est un peu plus intéressante. Une caméra flottante, voilà, bon, c'est assez intéressant, mais voilà, littéralement, c'est que ces trois plans, quoi. Ensuite, le reste, c'est un ramassis de conneries, un truc hyper du classicisme, là, quoi. Voilà, quoi. Ouais, voilà, donc en fait, je saurais même pas si je pourrais vous conseiller ou pas, même si en soi j'ai pas passé un très mauvais moment dedans, mais bon. En tout cas, si vous avez aimé Afterlife, je ne pense pas vraiment que vous allez aimer ce film-là. Voilà, après, si vous avez envie de regarder un truc tranquille, sans prise de tête, allez le voir, mais il y a vraiment rien de transcendant, rien de neuf. Donc bon, moi ça me fait peur pour la suite de la saga, voilà, donc voilà. Bon, voilà, j'espère que vous avez aimé cette critique et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.